À Vercheny dans la Drôme, le long d'une route très passante, se trouve aujourd'hui, caché des regards par une broussaille omniprésente, un bâtiment dont plus grand monde ne se soucie. On l'appelait jadis le logis du Gap, c'est-à-dire le logis du guet. Là, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, s'est trouvée une fabrique de faïence. Elle était due à l'initiative d'un aubergiste local, Simon Lombard. On aurait tout oublié de son histoire s'il n'y avait eu la persévérance de Ginette Guillorit, qui, fort longtemps, épluchant les archives, nous a restitué la vie qui avait pris place dans ces murs aujourd'hui dévorés par la végétation. Et c'est très heureux, car ce qu'elle nous apprend éclaire le temps oublié où se trouvaient même dans les campagnes reculées de nombreuses fabriques qui satisfaisaient une clientèle locale. Ça va, Mme Guillorit? Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Alors ça, c'est la maison de Simon Lombard. C'est ce qui, oui, c'est ce qu'il en reste de moi. C'est ce qui reste, oui. Puisque On a une idée de ce bâtiment, il remonte à quand? il y a un corps de bâtiment, le plus ancien, qui date des années 1630-1640, puisqu'il est déjà mentionné sur le parcellaire de Vercheny, dans les premières pages, et qui commence en 1630, ce parcellaire. Donc, et la maison appartient alors à Jean de Nérol, famille qui est originaire de Saillant. Alors c'est une famille qui avait des armoiries, et c'est très vraisemblablement celle qu'on trouve sur le porche, au-dessus du porche d'entrée, vers le pigeonnier. Elles ont été martelées à la Révolution, manifestement. Il y a eu une évolution des bâtiments. Il y a eu des travaux qui ont été faits lors de l'arrivée de Simon Lombard en 1733, puisque quelques années après, il demande une expertise des bâtiments pour attester de la plus-value de son domaine. Alors, c'était une auberge aussi. Il y avait une écurie qui était par là, et puis on m'a parlé d'un souterrain qui reliait un corps de bâtiment avec l'écurie où étaient vraisemblablement postés les chevaux. Mais voilà, j'ai pas d'autres, je l'ai jamais vu ce souterrain, par contre j'ai pas eu accès. Alors, vous avez expliqué que il y avait l'endroit où on fabriquait les céramiques. Est-ce que par exemple, ces Alors, bâtiments... il aurait pu effectivement faire son atelier dans ce bâtiment. Hein, là, ça n'est que hypothèse. Hein. Alors, il y avait peut-être des tours ici, il y avait peut-être des cuves à émail. Et par contre, on aperçoit un peu le pigeonnier avec 3 rangs de génoises dessous. C'était un domaine agricole. Il y avait des terrains autour, hein, tout ça, ça lui appartenait. Et il loue à un particulier donc tous ces terrains, mais il dit se réserver l'emplacement où on fabrique la vaisselle de terre, les lavoirs au-delà de l'écurie, ce qui atteste bien que c'était probablement par là, et puis l'endroit pour stocker le bois, bien sûr on cuit au bois, et le hangar pour sécher la fameuse vaisselle de terre. Alors, voilà, je me souviens d'une photo maintenant qui était prise de par là, vers un arbre. Et là, je suppose que c'était le lavoir de terre. Donc, ils avaient besoin d'une terre purifiée. Oui, avant de travailler l'argile, de faire une pièce, une fois qu'elle est prise dans la carrière, il faut enlever les branches, les cailloux,
et la laver, la mettre en présence d'une grande quantité d'eau. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien remué, on fait écouler tout ça sur un tamis et ensuite on laisse la boue s'écouler dans un grand bassin de décantation. Alors, est-ce que c'était le bassin? C'est possible que ce soit le bassin de décantation ici, avec des lavoirs qui pouvaient être un petit peu en deçà. Mais voilà. Et à votre avis, la terre, elle venait d'où? Alors, il y a un quartier, pas très loin, qui s'appelle la Tuilière. Donc, possible que l'argile ait été prise là. C'est vrai que tout au long de la vallée de la Drôme, on a par exemple je crois qu'il y avait d'autres fabriques. Et il doit y avoir un filon d'argile qui était exploitable pour ce genre de fabrication. Par parenthèse, ce que vous dites là suggère qu'il y a probablement eu, un peu partout alentour, des briqueteries, des tuiles. C'est ça. Oui. Alors, les briques, les tuiles demandent une terre un petit peu moins fine. Mais après, par mélange de terre, aussi les potiers procédaient à des mélanges pour arriver à la finalité de ce qu'ils souhaitaient. Il avait une auberge et en même temps il fabriquait de la faïence, probablement pour le service de table. Et ensuite, donc cette vaisselle de table a été conservée, puisque en 1879, quand André Lacroix raconte son arrêt ici à l'auberge, il dit avoir déjeuné dans des assiettes à fleurs bleues et il écrit « Renseignement pris ». Cette fabrique, cette céramique, cette faïence, se faisait ici même. Et il ajoute, la meilleure preuve à en donner, c'est la rangée de carreaux sous la toiture. En 1879, cette rangée de céramique a déjà été posée. Ce qui est important, c'est de distinguer les différents types de céramique, parce que sous le vocabulaire poterie, faïence, souvent les gens mélangent un petit peu. Alors à Pidouscla, par exemple, c'est pas de la faïence qu'on fabrique, c'est de la terre vernissée. Et la terre vernissée par rapport à la céramique? Alors, la céramique, c'est une grande famille à l'intérieur de laquelle vous avez les porcelaines, les faïences, les terres vernissées, les simples terres cuites. Tout ça, ce sont des céramiques. C'est un mot générique en fait. C'est comme quand vous parlez de fromage. À l'intérieur de la catégorie fromage, vous en avez tout un tas. Là, c'est pareil. Et ce qui distingue ces différents types de céramique, c'est d'abord la nature de l'argile avec laquelle elles sont fabriquées, en particulier la porcelaine, qui est fabriquée essentiellement avec du kaolin, qui est une argile aux propriétés très particulières. Et puis la faïence et la terre vernissée, l'argile utilisée pour l'une ou pour l'autre, c'est à peu près la même. Simplement, ce qui diffère ensuite, c'est la nature du revêtement. C'est-à-dire que la terre vernissée, c'est un revêtement qui est transparent, qui peut être coloré, alors que la faïence, c'est un revêtement opaque, généralement blanc. On peut le colorer, mais c'est plus compliqué. Donc voilà. Et dans notre région, mis à part la fabrique de faïence du Gap de Vercheny, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont connues. On sait qu'il y en a eu une à Dieulefit, qui avait
été implantée par le marquis de Chabrian au XVIIIe siècle, mais son étude n'a pas été faite. Mais autrement, que ce soit Cliouscla ou Pointe-Laval, ce sont des fabriques de terre vernissée. Ce qui signifie que ça correspondait à un besoin. Ah ben oui, bien sûr, parce que c'était essentiellement des céramiques culinaires que l'on fabriquait. Alors, culinaires ou du moins pour le service de la table, parce que pour fabriquer des marmites, c'est encore une argile particulière qui résiste au feu. Le grand siècle de la faïence, c'est le XVIIIe siècle. À cette époque, c'était une céramique qui avait un certain caractère de noblesse. C'était un matériau qui était cher et qui était réservé à la noblesse ou à la bourgeoisie. Ça s'explique en particulier par les édits somptuaires de Louis XIV qui avaient ordonné la fonte de toute la vaisselle d'argent et d'or pour renflouer les caisses de l'État. Et donc ça c'était en 1709, il y en a eu ensuite Louis XV s'en est pas privé non plus, 1719 il y a eu plusieurs édits somptuaires. Donc à un moment donné, les caisses de l'État sont si vides qu'il faut... Alors qu'est-ce qui se passe ? Le roi demande à ce qu'on fonde... À ce qu'on fonde pour fabriquer de la monnaie. Mais il demande à toute la... À toute la noblesse qui possédait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à se représenter un service de table en argent, mais sous l'Ancien Régime, le roi, la noblesse avaient effectivement des services d'argent ou de vermeil. Mais pas mal de nobles se sont alors effectivement tournés vers la faïence, pour une raison bien simple, c'est que la porcelaine, à cette époque, au début du XVIIIe siècle, il faut aller la chercher en Chine. Et c'est long. Il y a le voyage, il faut la faire venir, il faut commander. Souvent, il y avait des déceptions. Et en particulier pour cette nouvelle bourgeoisie qui voulait absolument mettre son blason sur son service de table, hein, c'était plus facile de commander ça chez un faïencier local qu'en Chine, où il fallait attendre un an, voire plus, pour voir revenir son service. Parce que la première porcelaine européenne, c'est en 1709, c'est en Saxe. Et en France, le premier gisement de kaolin, donc je vous ai dit que c'était un matériau essentiel pour la fabrication de la porcelaine, il a été découvert dans les années 1760, près de Limoges, c'était le gisement de Saint-Hériex. Arrivons dans la région, si Voilà. je puis dire, puisque vous avez par exemple montré que dans l'Ardèche, à Crest, et puis donc à Vercheny, il va y avoir des gens qui produisent alors différentes catégories, soit de la céramique, soit de la faïence, etc. On aurait pu imaginer, puisque vous venez de dire qu'il y avait des gens qui se fournissaient en Chine, avec plein d'inconvénients, on aurait pu imaginer que la porcelaine vienne aussi de grands centres de production. Or, ce n'est pas le cas. En France, le grand centre de fabrication de porcelaine, ça a été la Manufacture royale de Sèvres. Puis quelques autres centres. À Strasbourg, par exemple, on a fabriqué aussi de la porcelaine, dans une fabrique qui initialement faisait de la faïence et puis qui s'est mise un petit peu à faire de la porcelaine. Marseille également. Mais la fabrication de porcelaine ne s'est pas largement développée en France, tout simplement parce que les gisements de kaolin sont rares en France. Autant ils sont abondants en Chine, autant ils sont rares en France. D'où cette fabrication très locale pour la porcelaine, alors que pour la terre vernissée ou pour la faïence, l'argile nécessaire est plus facile à trouver, donc on a beaucoup plus de fabriques qui se sont implantées dans toute la France. Pour ce qui est de Vercheny, ce
celui qui a implanté cette fabrication de faïence, il s'appelle Simon Lombard, hein, et il était aubergiste, hein, et on ne connaît pas la raison exacte pour laquelle tout d'un coup il s'est tourné vers la fabrication manifestement de terre vernissée d'abord, puisque les archives attestent de potiers qui sont présents à Vercheny, qui sont venus de Cliouchla, qui est le grand centre, qui était à cette époque un centre important de fabrication de terre vernissée. Et puis les carreaux sous les génoises en témoignent encore. Et puis, à un moment donné, il s'est tourné vers la faïence. Sauf qu'il y a un soupçon, c'est qu'évidemment, il ne s'est pas contenté de produire pour lui-même. Il a probablement vendu, bien sûr. À Die, à l'époque, il y avait pas mal d'avocats qui étaient avocats au Parlement de Grenoble, qui avaient leur résidence secondaire à Die. Il y avait la fabrication de tissage dans toute la vallée de la Drôme. Donc, il y avait probablement du potentiel pour écouler sa marchandise. Vous mettez en scène deux personnages au moins, mais enfin deux très particulièrement, qui sont de la catégorie si j'ose dire, des ouvriers ambulants. Oui, tout à fait. Alors, avant on parle d'eux en particulier, on se dit, tiens, c'est drôle, ça se faisait à l'époque d'avoir des gens qui allaient d'une fabrique à l'autre. Oui, c'était très courant. C'était très courant. C'était très courant. Ah oui, quand on fait l'étude des grandes fabriques de faïence qui sont les plus connues, hein, Nevers, Moustier, Marseille, Strasbourg, il n'est pas rare que l'on suive presque à la trace un peintre, hein, en particulier, c'était surtout les peintres qui se déplaçaient, qu'on pouvait trouver à Moustier, et puis ensuite à Marseille, et puis dans le sud-ouest. On va s'intéresser particulièrement donc à Nicolas Laboré et puis Jean-Louis Nepel. À l'époque, on ne signe pratiquement pas, hein, les pièces ne sont jamais signées. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile d'attribuer une pièce. Je prends toujours l'exemple de Moustier, parce que dans la région, c'est la fabrique de faïence la plus connue. Et on n'a pas beaucoup de pièces de faïence qui sont signées. Il y a une fabrique qui avait pris l'habitude de signer, la fabrique Oléris et Logier. Donc on a un O et L entrelacés au dos des pièces fabriquées, mais encore pas toutes. On a parfois une initiale d'un peintre, mais ça n'est pas très répandu. Et en particulier, à Vercheny, je n'ai pas retrouvé de vaisselle de table que l'on pourrait attribuer de façon certaine à Vercheny, parce que je n'ai rien trouvé de marqué au dos. Mais alors, comment ça... Alors on les suit à travers les archives, parce que quand ils savent écrire, ou même s'ils ne savent pas écrire, ils peuvent être témoins de différents actes notariés, ou de baptême, de mariage, et c'est noté en présence de, par exemple, Nicolas Laboré, peintre, au Gap, voilà. Ce qui interdit dans quelque sorte, dire il y a un style Nicolas Laboré, ou il y a un style Jean-Louis Nepel. Oui, parce qu'il faut bien penser que à l'époque, au XVIIIe ou XIXe, comme aujourd'hui, on fabrique ce qui plaît et ce qui se vend. Donc, quand on compare par exemple, il y a des décors, notamment les fameux décors de grotesque, que l'on trouve à Lyon, que l'on trouve à Moustier, que l'on trouve un petit peu transformés à Marseille, mais parce que ça plaisait. Donc, quel que soit le peintre, on lui demandait de peindre ça parce que ça s'écoulait facilement. Alors, à Vercheny, moi, je me fie
surtout au texte d'André Lacroix, qui dit avoir donc déjeuné dans cette auberge en 1879, et il dit qu'on lui a servi son repas dans des assiettes décorées de fleurs bleues, voilà. Je pense que ça a démarré dans les années 1750, d'abord avec de la terre vernissée, et puis ensuite, en 1759, c'est là que manifestement commence à Vercheny la fabrication de faïence, puisque pour fabriquer ce revêtement de blanc qui caractérise la faïence et qu'on appelle un émail, il faut broyer. L'émail se fabrique à partir de tout un tas d'ingrédients. On arrive à une grosse pâte blanche qu'il faut broyer. Et en 1759, Simon Lombard a l'autorisation de dévier le cours du canal qui alimente le moulin un petit peu en aval de chez lui pour alimenter le moulin à émail. Nicolas Laboré y arrive donc en 1764 à peu près. Il se marie avec la nièce de Simon Lombard. Et après, il va partir l'année suivante à Salavas, où il va travailler dans la... C'est où ça? C'est dans l'Ardèche. Il va travailler dans la fabrique de faïence établie par le châtelain du lieu. Et ce Nicolas Laboré, finalement, c'est intéressant parce que je le suis depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Sa naissance, fils de faïencier. Fils de faïencier, oui. On est souvent faïencier de père en fils. C'était pas rare. Ce qui veut dire qu'on se passait le coup de main, quoi. Voilà, oui. On se passait le coup de main, oui. Donc voilà un des deux exemplaires de ces fameuses lampes à huile doubles qui sont assez exceptionnelles puisqu'on n'en connaît pas d'autres exemplaires dans le monde de la faïence. Et le deuxième qui était encore plus intéressant évidemment pour le travail qui a été fait sur les faïenceries de Vercheny, puisqu'on voit le nom de Nicolas Laboré qui est inscrit dessus avec une date 1761. Des pièces décoratives sans doute, des essais peut-être aussi. Alors c'est destiné à être mis sur un chandelier, c'est-à-dire que ça s'enfonce comme une bougie dans une bobèche. Mais voilà, peut-être un essai, et puis qui n'a pas démontré son utilité ou qui n'a pas trouvé son public, sa clientèle, et qui n'a pas donc eu de pérennité. Cette usine du Gap de Vercheny fait la démonstration que dans le petit territoire où nous sommes, le Diois, au fond, il y avait des usines partout. Alors, de toute façon, oui. Alors, c'est plus vrai au début du 19e. C'est un mouvement qui va se développer, mais on va voir apparaître assez rapidement des papeteries, des drapiers, il y a énormément d'usines. Et puis, il y a une forme de logique là-dedans, parce que quand on veut mettre des usines, on utilise une force motrice. Et l'eau dans tout le secteur alpin, c'est une force motrice inépuisable, à l'époque, et gratuite. Donc, ça aide énormément. À votre avis, ce Simon Lombard, il arrête quand? Alors lui, il meurt en 1774. Ici, c'est ce qu'on appelait un rafraîchissoir. Un rafraîchissoir à verre. Au XVIIIe siècle, on avait de la glace quand même, qu'on allait chercher en montagne et qu'on gardait dans de la paille. Et pour rafraîchir les verres, on mettait un peu de glace au fond d'un rafraîchissoir et on mettait le verre, orifice en bas, trempé un petit peu pour le rafraîchir. Alors, ça m'avait été vendu par un antiquaire de Vercheny, justement. Et tout à l'heure, on parlait de la difficulté d'attribuer les pièces. Voilà un exemple où on ne sait pas du tout où il vient. Alors, après, l'hypothèse d'une fabrication à Vercheny, puisqu'elle me disait l'avoir acheté dans une famille locale, pourquoi pas?
mais il n'y a pas de... on n'a aucune preuve. Hein. Alors après, est-ce qu'on peut procéder par similitude avec les décors de carreaux, par exemple, hein. Est-ce qu'on retrouve sur les carreaux quelque chose de semblable sur ce rafraîchissoir? Alors, on a sur les carreaux ces dessins-là qui ressemblent un petit peu. Ce décor de paysage, de maisonnette, ça c'était monnaie courante au XVIIIe siècle. Hein. On en a fait à Grenoble, on en a fait beaucoup. Donc, voilà, un rafraîchissoir probablement du XVIIIe, mais pas possible d'attribuer. Ça, c'est un petit tonnelet. Normalement, il y a un bouchon. Ça, c'est une fabrique, c'est assez typique de Nevers, ça par contre. Hein, les oiseaux, le camailleux de bleu avec un petit peu de violet qui est obtenu avec du manganèse. Il y avait un bouchon. Et c'est un petit tonneau dans lequel on mettait de l'alcool. Ça étonne toujours quand je dis qu'on fabriquait des poêles en faïence, puisque les carreaux qui nous restent sont typiques de carreaux de poêle. Et quand on parle poêle de faïence, les gens imaginent toujours le gros poêle de Strasbourg, voilà, qui fait 2 mètres de haut, mais il n'y avait pas que ça. Au XVIIIe siècle, on a fabriqué pas mal de poêles qui pouvaient se loger beaucoup plus facilement, de 1 mètre sur 1 mètre, hein, à peu près, donc un volume de 1 mètre cube, pas plus. Et bon, on sait qu'on en a fabriqué à Grenoble, on en a fabriqué à Marseille, on en a fabriqué à Moustier, et les carreaux qui nous restent aujourd'hui, leur forme atteste bien que ce sont des carreaux de poêle, donc on fabriquait à Vercheny des poêles de faïence. On a parlé de Vercheny, il faut parler de Cray, mais on a l'impression qu'à Cray, il y a une sorte de mystère. Oui, enfin, je ne sais pas grand-chose sur cette fabrication, sur cette fabrique de Cray. En fait, j'ai trouvé un procès dans lequel était impliqué un certain mon Nicolas Laboré, puisque je le connaissais déjà, puisque j'avais commencé déjà à travailler sur Vercheny. Et c'est un procès qui se déroule en 1764. À Cray, et Nicolas Laboré est accusé de s'être battu avec un autre groupe. Et ce Nicolas Laboré, il est dit peintre à la fabrique de faïence établie dans l'ancien couvent de Sainte-Ursule de la ville. Le couvent de Sainte-Ursule, qui se trouvait donc au pied de la tour, ce monastère a été supprimé par ordre de Louis XV en 1750. Il a été vendu aux enchères. Il a été acheté par un bourgeois local qui s'appelait Aubert, qui avait une usine de tissage. Et il y implante là une fabrique de faïence, manifestement. J'ai un petit peu gratté sur cette fabrique de porcelaine qu'il y avait dans la forêt de Soult, mais au XIXe siècle. Hein, et là, c'est pareil, elle n'a probablement pas duré longtemps. Par contre, on connaît une pièce signée, marquée dessous, Soult. Elle est au musée de Sèvres. C'est un petit gobelet. Et par contre, en contactant différentes familles de Soult, j'avais pu voir des porcelaines, c'était des porcelaines blanches qui avaient été fabriquées là. Ceci nous montre qu'au fond, il y avait dans nos régions une foultitude de petites fabriques, au fond destinées aux besoins locaux. Aux besoins locaux, tout à fait. Et probablement qu'il y avait bien d'autres fabriques, hein, peut-être de terre vernissée ou peut-être de faïence, qu'on n'a encore pas découvert. C'était une technique compliquée. Hein. Il y avait un savoir-faire nécessaire. Ah ben, oui, il y a des étapes qu'il faut pas manquer, en particulier la cuisson.
Parce que les fours, c'était des fours à bois, il n'y avait pas le thermostat. Là, hein. La température, on l'a jugée, on l'évaluait au coup d'œil avec la couleur du four. C'est pour ça que les rebuts de cuisson n'étaient pas rares. Et alors, là encore, si un jour on faisait des sondages, peut-être qu'on arriverait à trouver une tessonnière, c'est-à-dire là où on met tout ce qui est raté. Parce que quand c'est pas trop raté, on le vend en deuxième choix. Un petit défaut, bon ça passe, on le vendra moins cher, mais on le vend. Mais quand c'est vraiment trop laid, on ne peut pas, donc on casse, hein, voilà. Et c'est comme ça qu'à Nevers, par exemple, on a trouvé, les sondages ont permis de retrouver pas mal de ce qu'on appelle donc de tessonnières, et à partir des rebuts de cuisson, on peut par exemple retrouver des éléments de décor qui vont nous permettre après d'attribuer une assiette qu'on ne sait pas attribuer, par comparaison avec un tesson, de dire bon, bah, probablement cette assiette elle est de Nevers. Voilà. Mais par contre, cette tessonnière hypothétique à Vercheny, elle est très hypothétique parce que la Drôme elle n'était pas indiguée à l'époque, donc elle n'était pas loin. Donc ils ne se sont peut-être pas embêtés à faire un trou pour jeter les tessons, hein, ils l'ont balancé à la Drôme et puis qui aura charrié ça. Voilà. Quand est-ce qu'on voit au fond disparaître ces petites exploitations? Ou même les grandes, hein, au début du 19e siècle, parce que pour fabriquer de l'émail, il faut de l'étain. C'est la couleur blanche de l'émail. Alors il y a toute une préparation, donc je vous passe le détail, mais il faut de l'étain. Et l'étain, on allait le chercher en Angleterre. Et lorsque Napoléon va mettre le blocus continental, l'étain, on ne peut plus aller le chercher en Angleterre, ou alors il est trop cher. Donc ça a mis un coup d'arrêt à pas mal de fabriques. L'amoindrissement du marché de la faïence s'explique donc par le blocus, mais aussi par la concurrence subie par la faïence, puisque à partir de 1760-70, on fabrique de la porcelaine en France. Donc les nobles, les bourgeois, maintenant, ils peuvent acheter de la porcelaine plus facilement. Donc ils vont se tourner vers la porcelaine. Lorsqu'on est paysan dans notre région, là, les assiettes, les couverts, enfin disons principalement les assiettes, les verres sont en verre, j'imagine, mais oui, d'où est-ce que ça vient tout ça? Des fabriques locales, hein, probablement, ou alors qui n'étaient pas très loin et donc qui pouvaient modérer le prix du transport. Est-ce qu'il vous paraîtrait éventuellement possible qu'il y ait eu des paysans qui aient au fond fabriqué eux-mêmes? C'est pas impossible. Parce que Cliouscla, avant qu'il y ait cette fabrique qu'on connaît encore aujourd'hui, chaque famille avait dans sa cave fabriqué des pièces. Éventuellement, ils avaient un four, ou bien il y avait un four commun qui était sur l'emplacement de l'actuelle fabrique de terre vernissée. Mais c'est pas impossible que des paysans aient pu fabriquer leur propre vaisselle de table